Salut à tous, vous l'avez compris, le week-end de Pâques a fait énormément de victimes du côté de chez les fanatiques, c'est l'hécatombe. Moi je suis hyper malade et Jus a carrément une extraction de voix atroce. Je vais donc devoir assurer cette critique tout seul et croyez-moi, c'est une déchirure. Je vous préviens tout de suite, c'est le grand retour du fameux épisode de transition. On est dans la salle d'attente avant les 2 derniers épisodes qui s'annoncent très très chauds. On nous glisse des petits indices, des petits twists qui annoncent le cataclysme, mais on n'a pas réellement de grosses avancées, de grosses explosions dans cet épisode, qui est néanmoins très intéressant et c'est peut-être là où on voit que The Walking Dead va mieux, c'est que même dans la transition, ils arrivent à trouver cette petite finesse et un peu d'intelligence qui nous plaît bien. Comme chaque semaine, je vous invite à aller voir le lien en description pour aller tester Molotov. Moi, rien qu'hier soir, je me suis éclaté puisque j'ai maté sur mon portable la chaîne C8 bien reconnue pour ses films d'auteur, qui nous livrait quand même San Andreas avec Dwayne Johnson qui est juste là, The Rock. On l'adore et San Andreas, c'est incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs films du 21e siècle. Donc là, panneau meilleur de l'after, et là ça commence. Ok. La première chose qui me semblait importante de signaler, c'est bien la scène d'introduction, la scène d'ouverture de cet épisode 14 qui pour moi était particulièrement réussie. On avait déjà pu la voir un peu en avance dans les sneak peeks sur YouTube, mais c'est bel et bien, elle nous racontait cette scène, comment jadis avait pu survivre au massacre des Garbage Kids par Simon et ses acolytes. Et là on la voit donc dans une position de PLS totale, elle imite vachement bien les morts en tout cas, se recouvre de sang et on comprend comment elle a échappé à tout ça. Et puis mine de rien, c'est plutôt assez bien amené la manière dont cet épisode est vécu comme un traumatisme de plus pour le personnage de Jadis, qui est vraiment une personne fissurée, qui est au bout du rouleau et qui va avoir du mal à se remettre de tout ça. Au passage, je voudrais signaler que la gestion des flashbacks, des sauts dans le temps, que ce soit flashback ou flash forward, est beaucoup plus finement amenée du côté de The Walking Dead. On avait déjà vu ça dans des épisodes précédents, on avait déjà vu ça même bien avant où c'était beaucoup plus lourd. Et là, je trouve que c'est carrément intéressant de commencer par un saut dans le passé où on comprend comment Jadis s'en est sorti. Ce qui me permet d'enchaîner avec le duo, ou en tout cas les scènes qui occupent une bonne partie de l'épisode et qui pour moi sont les plus intéressantes, c'est bien évidemment la rencontre au sommet entre Jadis et Negan. Ce qui est paradoxal avec ces moments Jadis-Negan, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, c'est particulièrement intéressant. Il y a des trucs, il y a des petits indices qui sont glissés, il y a des dialogues, il y a des trucs qui vont être développés dans le futur qui vont vraiment nous intéresser. Mais en même temps, il y a un petit côté faussement mystérieux, mal amené, des trucs un peu illogiques, incohérents qui font qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Alors de prime abord, on aime bien le côté découvrir un peu les failles de Jadis. Là, elle est passée en look beaucoup plus trendy, elle a abandonné son look hipster berlinois. On voit qu'elle habite dans un petit container, c'est un intérieur tout à fait scandinave, on se croirait dans une maison témoin Ikea. Et son côté, je retiens Negan prisonnier, il est attaché, il est traîné, etc. Pour le coup, ça c'est une scène qu'on avait envie de voir et qui est très cool. On voit d'ailleurs se forger une sorte de relation un peu étrange entre les deux, à la fois ennemis, mais qui ont l'air de partager des choses, qui ont des choses en commun sur leur passé, notamment leur rattachement au passé. Ça c'est plutôt intéressant, ça forme un duo qui, dans l'avenir de The Walking Dead, peut s'avérer passionnant. 2 des personnages les plus mystérieux de la série The Walking Dead commencent peu à peu à se livrer aux téléspectateurs. C'est le cas notamment de Negan qui parle de plus en plus de Lucille, de sa femme donc, et de sa relation avec Sabbath, etc. La Jadis première fois, et ça c'est très intéressant, qu'on évoque ne serait-ce qu'une once de son passé avec les photos, où on sent qu'elle a un attachement, une autre déchirure en plus, un traumatisme qui fait qu'elle est comme ça et qu'elle a atterri comme ça dans ce dépotoir avec ses Garbage Kids. Ça c'est quelque chose de très intéressant dans l'épisode. Mais en contrepartie, le vrai problème, c'est l'enchaînement des séquences entre les 2 personnages. Notamment, je pense à la pseudo-libération de Negan, qui affirme qu'il a été enfermé donc, dans un container où il y avait des armes, et donc il a récupéré des armes. Plus Jadis qui ramène ce chariot avec ce walker qui est complètement bloqué, on ne sait pas à quoi ça sert. Quel est en fait le plan de Jadis? C'est ça la question. Ils ont essayé d'amener du mystère sur le plan de Jadis, mais ils en ont tellement mis que le téléspectateur il dit « mais attends, il se passe quoi? Ça sert à rien ce qu'elle fait. » Résultat des courses, il y a un twist qui est beaucoup trop rapide. On passe de Negan prisonnier qui limite hurle sur Jadis en lui disant que c'est qu'une connasse, et en 5 secondes, il est libéré, et les 2 ont réussi à plus ou moins parler et à faire la paix et à dire « ouais, je viendrai te voir de temps en temps, t'inquiète pas, je suis de ton côté, etc. » Autant on adore que cette relation évolue comme ça, un peu ami-ennemi, un peu Rick Negan, mine de rien. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais un triumvirat Jadis, Negan, Rick, c'est peut-être quelque chose de potentiellement réalisable pour le futur de la série. Mais la manière dont le twist est fait en quelques secondes avec beaucoup d'incohérences, c'est un peu chiant pour cet épisode. Le dernier truc, et pas des moindres, on aura l'occasion d'en reparler dans les complots tout à l'heure, c'est bien évidemment cette scène de l'hélicoptère. Alors là, beaucoup de gens, dont moi, peuvent dire « ouais, c'est amené quand même, c'est lourdement, etc. »
mais je trouve ça quand même vachement intéressant parce que au moment où Negan craque sa fumée, on sent que Jadis sait qu'il ne fallait pas faire ça. C'est comme si Jadis était au courant de l'existence de cet hélicoptère et donc de l'existence de cette communauté qui possède un hélicoptère. Et ça, c'est assez intéressant pour la suite. J'espère qu'on aura des réponses. Beaucoup de gens parlent d'une réponse seulement à la saison 9, et c'est ça qui me fait un peu peur. Mais c'est amené lourdement, mais c'est intéressant. C'est du Walking Dead tout craché. Pour en finir avec le duo Jadis-Negan, ou en tout cas ce qui concerne ces deux personnages dans cet épisode, c'est exactement ce que je disais en introduction. Cet épisode sert aussi à nous glisser des petits indices pour la suite et des signes, des gros signes d'alarme que ça va chier dans l'épisode 15 et 16. C'est le cas notamment avec la dernière scène de Negan dans cet épisode, où on voit qu'il ouvre sa porte et qu'il dit « Bah putain, t'as une sale gueule, d'où tu viens, etc. » On ne voit pas le personnage, on se doute et on est quasiment sûr que c'est Laura, donc cette femme qui a réchappé au massacre de Dwight. Dwight, on se souvient qu'il a fait un choix, qui a massacré tous les hommes de Negan, mais qui n'a pas réussi à tuer Laura, qu'il pensait morte. Mais le problème, c'est que Laura revient, et Laura va révéler la vérité à Dwight, et ça, on en parlera dans le trailer, mais c'est pour la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est pas pour rien si Negan, en arrivant au sanctuaire, dit bien à tous les gardes qui l'accueillent de ne pas révéler à tout le monde qu'il est arrivé au sanctuaire, c'est qu'il a un plan, et il a prévu de largement foutre la merde. L'autre deuxième grand axe de cet épisode, c'est bien évidemment la quête d'Henry et des prisonniers qui se sont échappés de la colline. Là aussi, on est le cul entre deux chaises, c'est-à-dire des bonnes idées, mais des mauvaises réalisations, ou en tout cas certaines incohérences et des moments lourdingues. On a au début de l'épisode tous ces moments typiques de The Walking Dead, c'est-à-dire discuter avec les autres avant de partir à la chasse d'Henry et donc de Jared, le leader des prisonniers qui se sont échappés de la colline. Ça donne des discussions Carol Ezekiel, Carol Morgan, tous des trucs de conscience, de oui, t'y crois plus où on est, c'est du typique Walking Dead. J'ai presque envie de dire que j'en ai marre, mais maintenant on s'est habitué, donc voilà, c'est dans la construction de l'épisode, mais c'est dommage. Encore une fois, on a ces réactions typiques des personnages. Ezekiel qui essaye de maintenir l'espoir, de maintenir les apparences, de faire façade, comme si tout allait bien. On a Carol qui n'y croit plus du tout. On a Morgan qui lui part en quête avec des œillères, non pas pour chercher Henry, je pense en tout cas, mais plutôt pour tuer Jared, puisqu'il devait le faire, il aurait dû le faire, et c'est à cause de ça qu'Henry a disparu. On assiste donc dans cet épisode à la formation de deux duos historiques pendant un court temps, de deux duos historiques de The Walking Dead. On a Morgan Carol, c'est la base, c'est un duo que j'ai toujours aimé, je trouvais qu'il y avait des échanges intéressants, ils auraient pu apporter, et à chaque fois je reste sur ma faim, c'est exactement ce qui se passe dans cet épisode. Et puis, ça fait plaisir, on a le duo historique Rick-Morgan. On se rappelle qu'ils sont quand même là depuis la saison 1, épisode 1, puisque c'est Morgan qui a sauvé Rick au tout début de la série. Et donc dès que ce duo est en marche ensemble, je trouve que ça apporte une flamme à la série et c'est exactement ce qui se passe ici, même s'il y a des grosses lourdeurs de réalisation. J'en profite au passage parce qu'il faut le noter, on l'attendait et on en est ravis. Rick a renfilé sa veste mythique, il est assoiffé de sang, il est hyper vénère, il est très loin de l'idéal que Carl essaye de faire passer à Rick, à Negan et à tous les autres pour faire une sorte de paix, essayer d'aller de l'avant, etc. Lui, il n'est pas du tout dans ce délire et on en reparlera tout à l'heure. Ça me permet de faire une sorte de parenthèse sur les lettres de Carl qui sont, on en a la preuve maintenant, le véritable fil rouge de cette deuxième partie de saison. Chacun, tour à tour, se met à la lecture de sa lettre que Carl lui avait destinée. Dans cet épisode, c'est Michonne qui, comme à son habitude, va en parler à Rick et lui demande s'il a lu sa lettre. Clairement, il ne l'a pas lu, pas encore, et ça se voit bien dans cet épisode. J'en profite pour râler, normal, j'aime bien râler, mais c'est la relation Michonne-Rick qui, je l'ai toujours dit ici, ne m'intéresse pas. Je trouve qu'elle, je sais pas si elle est mal amenée ou si de nature ça ne va pas, mais je trouve les personnages pas très convaincants et aucun des deux personnages ne s'apporte quelque chose d'intéressant. Et c'est dommage pour deux personnages qui sont quand même peut-être les deux protagonistes de la série. On a l'impression que même les acteurs n'y croient pas ou n'ont pas envie de la faire. Ils sont un peu au frein à main et du coup ça donne des scènes. Il n'y a pas les scènes d'affection classiques d'un couple. Il n'y a pas des moments heureux ou des moments de déchirure, ok, c'est des moments de couple du quotidien. C'est vraiment l'un va voir l'autre quand il a besoin d'un truc. Et du coup ça crée un truc pas naturel qui moi me gêne. Pour en revenir à cette sorte de chasse au trésor, non pas des lapins de Pâques, non des chocolats de Pâques, pas des lapins. Oui. Pour en revenir à cette sorte de chasse au trésor, non pas des œufs de Pâques, mais bien de Henry de Pâques, ça les emmène dans une sorte de quête, comme d'habitude. Morgan, ça se répète, a des hallucinations, puisqu'il voit le bon vieux Henry mort. C'est un classique chez Morgan, mais tout va bien, hein, il a la pêche, il est au top. C'est en fait au moment où Morgan et Rick se retrouvent que ça commence à être incohérent pour moi, ou en tout cas être très maladroitement amené. Morgan est à la quête de Jared, tout comme Rick.
Rick a eu un indice de la part de ce prisonnier qui a changé d'avis, enfin qui soutient maintenant Maggie et la colline, je me souviens jamais de son prénom, je suis désolé. Et donc il se retrouve au même endroit dans cette sorte de bar, de taverne en plein milieu de la route. Une taverne qui est très proche d'une énorme meute de walkers, et donc ça va créer une sorte de mix, le classique mix entre la rivalité entre les hommes qui sont encerclés par des walkers. C'est exactement ce qui se passe, sauf que là c'est une avalanche de scènes un peu incohérentes, ou en tout cas maladroitement amenées, de Rick et Morgan qui sont faits prisonniers, Rick et Morgan qui se libèrent, Rick et Morgan qui tuent tout le monde. Enfin, ça s'enchaîne pas comme il faut, je trouve. C'est lourd pour du Walking Dead, et c'est dommage parce qu'encore une fois, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Notamment la stratégie de Rick, qui est un menteur, qui est un bon gros enculé dans cet épisode. Sa manière de dire aux gars, allez, on vous ramène à la colline, on vous soigne, vous allez être avec nous, on peut vivre ensemble. C'est pas du tout ce qu'il avait en tête, et donc il les achève un à un. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on n'est pas dans le processus progressif de se dire ouais, ils vont réussir à vivre ensemble, ils vont réussir à surmonter cet affrontement entre tous les hommes de Negan et les hommes de Rick. On est dans un truc où pour l'instant, le mec a des œillères et le mec s'en bat les couilles et il veut tuer tout le monde. Pareil pour Morgan, qui a dans cet épisode une attitude de psychopathe, c'est-à-dire le sourire aux lèvres, qui avoue qu'il est là pour tuer tout le monde, qui tue tout le monde, qui laisse Jared en pâture aux Walkers. Enfin, les deux forment un duo infernal qu'on adore, et ils ne sont pas du tout dans une démarche de paix et on va de l'avant. Ça, c'est très intéressant. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire, mais alors comment ils vont réaliser et comment ils vont faire ce fameux twist? Rick va se rendre compte qu'en fait, peut-être que tuer tout le monde n'est pas la solution. Et c'est là tout le problème. Est-ce que j'ai vraiment peur que la lecture, ce qu'on aura d'ailleurs je pense dans l'épisode prochain, j'ai vraiment peur que au moment où Rick lit la lettre de Carl, on ait une sorte de changement d'attitude express où d'un coup ils se disent non en fait on va pas les tuer, Carl a dit ça donc on va être machin. Il va falloir amener ça finement et ça va être clairement le défi du prochain épisode. Au-delà de ça, il y a des vrais moments prenants dans les discussions et les échanges que Morgan et Rick ont. Notamment cette évocation de l'épisode 1 de la saison 1 où Rick, qui est en train de phaser complètement, demande à Morgan « Mais pourquoi tu m'as sauvé à l'époque ?» Et Morgan lui répond assez cruellement, je ne sais pas comment l'interpréter, dites-nous en commentaire d'ailleurs comment vous avez vécu ça. Il lui dit « Je t'ai sauvé seulement parce qu'il y avait mon fils et en gros je voulais donner l'exemple à mon fils. » Mais s'il avait été tout seul, peut-être cette relation n'aurait jamais eu lieu et deux des protagonistes qui sont peut-être certains des amis les plus proches de The Walking Dead n'auraient pas eu cette même relation. Au passage, on peut noter le parallèle qui existe entre Rick et Morgan, qui ont chacun été poussés à commettre des bonnes actions par leur fils. C'est un peu ça aussi que la série veut dire. Si Morgan a fait une bonne action avec Rick, c'est parce que son fils lui a dit. Est-ce que Rick, dans le futur, fera des bonnes actions parce que Carl lui a dit dans la lettre? C'est toute la question. Et on finit par un petit arc narratif qu'on avait pas mal vu dans le trailer et qui pourtant n'a pas été exploité encore. C'est le fameux problème Eugène. On sait que, et ça c'est plutôt intéressant parce que on le sentait pas venir et on se disait putain mais c'est trop mal fait. Les munitions sont devenues un vrai problème. La colline n'en a plus et ne pourra pas résister à un prochain assaut, ce qui est quand même un problème de fond. C'est exactement la même chose du côté de Negan, Simon, etc. Sauf que eux ont ce fameux Eugène et il s'appelle maintenant le Bullet Maker, ce qui est un atout quand même important pour un camp qui veut mener la guerre. C'est donc Daryl et Rosita qui vont former un duo un peu infernal au combat, parce que les deux sont des combattants remarquables, et qui, eux, ont pris la décision d'attaquer ce fameux entrepôt où Eugène fabrique ses balles. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que c'est une phrase de Rosita, je crois, qui dit « On ne veut pas casser les machines, on ne veut pas briser le matériel et tout, ce qu'on veut c'est tuer l'homme ». Donc Eugène est devenu une cible, clairement, clair et assumé, c'est devenu un ennemi, il a choisi son camp par la force des choses, et peut-être qu'au final, alors que moi je militais pour un changement de mood, peut-être qu'au final Eugène va être condamné et tué par ses anciens amis. Au passage, pour ceux qui se demandaient, pareil, on n'a vu qu'une courte séquence, mais Tara est donc bel et bien non infectée, ce qui veut dire que, comme on l'avait dit, Dwight a tiré une flèche qui n'était pas empoisonnée. Et c'est ce qui a fini par convaincre Tara de la bonne foi de Dwight. Et donc maintenant, le travail, c'est de convaincre Daryl, qui lui est encore en retrait. La chose importante, c'est que Tara lui dit « Maintenant, tu fais toutes tes choses en âme et conscience. Moi, je suis plus avec toi. Je soutiens Dwight, ou en tout cas, je crois en lui. Donc toi, tu fais ce que tu veux, mais ce sera sans moi. » Voilà ce qu'on pouvait dire de cet épisode un peu à l'humeur de mèche, qui, j'espère que ce ne sera pas des pétards mouillés. On nous glisse des indices à droite, à gauche. On est plutôt content, plutôt impatient de voir ce qui va se passer dans les 2 derniers épisodes. J'espère que ce ne sera pas du vent. Et un truc qu'il fallait noter, qui est très important, moi, ça m'a sauté aux yeux, c'est que Rick a pris une douche. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Pour le MVP de cette semaine, je vais signifier les 2 MVP qu'on avait choisis, puisque Julien en avait choisi un aussi, et ça tombe bien, moi aussi, m'a bien plu dans l'épisode. Celui de Julie, c'était Rick, on vient d'en parler. C'est vrai qu'il est énervé, il a besoin de sang, il réclame le sang, la vengeance, très très bad guy, il remet sa veste. Ça, on aime, mais en même temps, il est touchant, c'est-à-dire qu'il est brisé par la mort de Carl, ça on s'en doute, mais ça en fait un personnage qui est assez fin, et le jeu de Andrew Lincoln fait bien ressentir ça. Je trouve que c'est un personnage qui est rondement mené dans cet épisode, donc big up, parce qu'on a suffisamment répété quand Rick nous saoulait dans tel ou tel épisode, donc il faut aussi signaler quand c'est un bon personnage. Et là, dans l'épisode 14, c'est un des meilleurs personnages. Moi, j'avais choisi pour la 1000e fois Morgan, pour des raisons, vous savez, la semaine dernière, je vous avais dit que ça commençait à me saouler, ses visions, etc. Mais en fait, je trouve qu'il apporte un côté homme brisé, côté désillusion. C'est hyper badant de le voir dans les épisodes. C'est peut-être le personnage le plus dépressif, qui apporte le côté le plus badant, comme j'ai dit. Mais j'ai l'impression, et c'est pour ça aussi que je voulais le mettre en MVP, c'est qu'on prépare un peu ces adieux à la série, qu'ils soient temporaires, comme on en parlera dans les complots, ou qu'ils soient définitifs, c'est-à-dire la mort. Est-ce qu'il va fuir? Est-ce qu'il va partir? En tout cas, on sait qu'il va rejoindre le crossover avec Fear the Walking Dead. Je sais pas comment ça va finir, mais j'ai l'impression que les scénaristes nous amènent doucement vers une disparition de Morgan, et rien que pour ça, j'avais envie de dire chapeau l'artiste. Du coup, je vais être un peu schizophrène, mais n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes plus Team Rick ou Team Morgan dans cet épisode. Ça peut être intéressant de voir quel personnage est selon vous le plus ressorti de cet épisode. Vous vous doutez bien que cette semaine, pour les complots du web, on va commencer par cette fameuse histoire d'hélicoptère. Ça fait des mois, je crois que c'était en novembre dernier, la dernière fois qu'on en a parlé, où Rick croisait le chemin d'un hélicoptère. Et là, forcément, ça avait scindé les gens en 2 camps. C'était surtout, est-ce que cet hélicoptère existe vraiment? Est-ce que c'est une hallucination de Rick, ou est-ce que c'est vraiment une autre communauté qui possède un hélicoptère? Et ben, je crois que cette fois, la manière dont ça a été amené, il n'y a plus aucun doute. Il y a bien une communauté qui possède un hélicoptère. La question est, qui sont ces mecs qui ont quand même une belle chance d'avoir un hélicoptère? C'est en tout cas une communauté qui a l'air d'avoir un niveau technologique beaucoup plus élevé, un niveau d'avancement aussi, peut-être qu'ils sont beaucoup plus, qu'ils ont formé une vraie armée. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus, et c'est normalement annonciateur de tout ce qui va se passer dans la saison 9. Forcément, beaucoup de monde sur Twitter et sur les réseaux sociaux s'est agité pour très rapidement faire le lien entre cet hélicoptère et la fameuse Georgie qu'on a vu débarquer comme ça, sans prévenir, dans la série il y a 2 épisodes. Georgie, je l'avais déjà dit, est le sosie de la Pamela Milton des comics, qui est la dirigeante du Commonwealth, donc cette ville dont je vous ai déjà parlé, cette communauté de plus de 50 000 habitants qui s'est reformée un peu comme une ville, qui a des centres de loisirs, qui a des écoles, qui a une armée. Ça pourrait correspondre tout à fait à ça, et à ce moment-là, ce seraient les premiers indices du Commonwealth et de ce fameux arc narratif des comics qui s'appelle New World Order. Mine de rien, ce qu'on peut constater, c'est que les pièces du puzzle sont en train de s'assembler. On commence à tourner en rond autour des mêmes théories, ce qui veut dire peut-être que la plupart des gens ont raison et qu'on se dirige vers ça. La saison 9 ne sera peut-être pas, en fait, sur les Whisperers, comme on l'a tant réclamé, mais sur le Commonwealth. Et ça a fait râler beaucoup de gens, puisqu'ils estiment, et ils estiment encore, que l'arc narratif des Whisperers était le plus intéressant, et le skipper dans la série peut s'avérer un risque important pour le téléspectateur. Alors il y a une autre supposition qui prouverait l'intelligence des showrunners de The Walking Dead et en parallèle de Fear the Walking Dead. C'est que, en fait, les réponses qu'on n'aurait pas dans cette fin de saison 8, qui est largement possible puisque je vois bien les showrunners de The Walking Dead nous glisser toujours des indices avec cet hélicoptère, etc. Mais ne pas nous répondre avant que la guerre entre Rick et Negan soit réalisée, c'est-à-dire à la fin de cet épisode 16. Je pense que là, ils sont en train de nous enfumer et qu'on n'aura pas de réponse avant la saison 9. Mais beaucoup de gens ont remarqué un truc qui les a interpellés, c'est que dans le trailer de Fear the Walking Dead, je crois que c'est la saison 4 qui va sortir dans pas longtemps, on peut voir des images qui interpellent parce que on les voit dans un stade qui est organisé, il y a potager, fermier, etc. Or, dans les comics, les gens du Commonwealth ont l'habitude de se rassembler dans un gigantesque stade pour célébrations et autres. Et donc le parallèle a été fait entre ce Commonwealth des comics et un possible Commonwealth qu'on verrait dans Fear the Walking Dead. Et à partir de là, peut-être que certaines des réponses qu'on attendra à la fin de la saison 8 de The Walking Dead seront apportées dans la saison 4 de Fear the Walking Dead. On peut imaginer croiser Georgie dans la saison 4 de Fear the Walking Dead à la tête de cette espèce de communauté du Commonwealth, et ça nous expliquerait ce qui nous attend pour la saison 9. Et à ce moment-là, je trouve que le puzzle serait assez bien fait, et ce serait intéressant, et ça créerait une sorte de teasing général qui est toujours intéressant dans le monde des séries. Plutôt qu'une théorie, il y a aussi une deuxième question que je me posais, donc j'en ai déjà parlé dans le développement, mais c'est sur le personnage de Morgan, et j'aurais aimé avoir votre avis en commentaire. Quel destin on voit pour ce personnage? On sait
qui va jouer dans le crossover, donc dans Fear the Walking Dead. On sait qu'il a déjà dit, l'acteur, qu'il ne pourrait pas mener les deux de front. On voit aussi les indices s'accumuler, comme quoi Morgan va plus ou moins, ou est en train de vriller et se dirige vers un destin qui est différent du reste de la communauté. Alors je vous pose la question, comment va être amenée la fin de Morgan dans The Walking Dead? Est-ce qu'elle va être amenée? Est-ce que Morgan va mourir ou est-ce qu'il va disparaître comme il l'a déjà fait précédemment? C'est une question qui pour moi est importante parce que c'est un personnage que j'adore. Pour cet épisode 14 de The Walking Dead, j'ai mis la note de 3 sur 5. Alors 3 sur 5, c'est pas une note incroyable, mais c'est pas une note non plus dégueulasse. C'est exactement ce que j'ai dit en intro, c'est des bonnes idées, des épisodes de transition qui sont largement meilleurs qu'avant, de la finesse, de la lourdeur aussi, c'est ça aussi tout le côté schizophrène de The Walking Dead. C'est que ça a des bonnes idées, des idées fines au niveau du scénario, et dès qu'il s'agit de les mettre en application, c'est un peu pâteau, un peu lourdingue, et c'est dommage. Donc en fait, ils allument beaucoup de mèches, on espère, on prie pour que ça soit pas des pétards mouillés, et c'est un peu ça qui me fait mettre 3 sur 5. C'est aussi une réal un peu lourdingue, c'est des incohérences qui s'accumulent, mais ça, à la limite, on est un peu habitué, mais c'est de l'autre côté des idées, et on a retrouvé une série qui a des idées, et c'est au final le plus important. Voilà, c'est tout pour cette critique et cette analyse de l'épisode 14 de Walking Dead. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez des théories, si vous avez vu des choses qui, moi, m'ont échappé. Les commentaires, c'est toujours quelque chose de nourrissant pour nous parce que ça nous permet d'échanger sur cette série qu'on adore tant. Je vous rappelle qu'il y a ce fameux lien en description pour aller tester l'application Molotov TV. C'est une application qui permet de regarder la télé en live et en replay sur tous vos appareils. Et puis on aura une petite surprise en fin de semaine, on va tester un nouveau concept de vidéo. Vous allez voir, c'est plutôt marrant et ça change de d'habitude. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!